Retour en direct sur le plateau de Village Semences en région à Clermont-Ferrand. On va parler d'un sujet sympathique, les agriculteurs et les abeilles, les apiculteurs. Comment est-ce qu'ils travaillent bien ensemble? Comment ils ont besoin finalement l'un de l'autre? Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir en plateau deux invités. Daniel Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de tournesol semences. C'est ça, sur la commune de Maringues. Voilà, et vous allez nous parler du fait que vous avez besoin et des travaux, du travail de Dominique Liabeuf. Bonjour. Bonjour. Votre travail, mais surtout le travail de vos abeilles, parce que vous êtes apiculteur. Le micro un tout petit peu plus haut pour qu'on vous entende bien. Désolé. Merci beaucoup, pas de souci. Daniel Perrin, je le disais, vous êtes producteur de tournesol semences. Vous faites appel au service d'un apiculteur et de ses abeilles pour polliniser les fleurs de tournesol. Vous allez me détailler un petit peu ça. Pourquoi? Parce que la nature ne fait pas le travail tout seul, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'abeilles dans la nature pour faire le job chez vous? La nature, elle en fait une partie, mais les critères de semences sont très pointilleux. Oui. Et les 10% que nous font gagner souvent les abeilles sont indispensables, quoi. On rappelle. Sinon, on rentrerait dans des critères qui ne seraient pas bons pour que ce soit de la semence. D'accord. Justement, détaillez-moi, moi je suis un urbain, j'y connais rien, pardonnez-moi. Pourquoi avez-vous besoin de cette pollinisation de ces abeilles? Pour faire quoi sur vos tournesols destinés à la semence? Eh bien, je vous explique un petit peu l'itinéraire de la culture de tournesol semence. C'est une culture qu'on sème fin avril, quand le sol est suffisamment réchauffé. On va d'abord semer 3 lignées de mâles à une semaine d'intervalle pour avoir une amplitude un peu plus large que les femelles. D'accord. Donc 2 raies à la fois, une sous plastique, l'autre non plastiquée. 8 jours après, une autre raie. Donc là, on a nos 3 lignées qui vont porter le pollen. Et puis après, on va semer nos femelles. 8-10 jours après pour avoir un bien décalage. Oui. Et là-dedans, cet itinéraire est... Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va vous bien. Vous débrouillez tout seul, quelque part. Ouais. Mais après, quand arrive l'époque de la pollinisation, là, on a besoin des apiculteurs. Pourquoi vous en avez besoin? Pourquoi, à ce moment-là, de la pollinisation? Qu'est-ce qui va se passer sur la plante? Ben, les abeilles vont aller chercher le pollen sur les fleurs mâles et venir butiner les fleurs femelles. D'accord. La nature normalement en fait une bonne partie, mais comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas suffisante. Quand vous dites que la nature fait une bonne partie, c'est-à-dire que l'ensemble des insectes qu'il peut y avoir, il y a des abeilles sauvages. Oui. Et puis d'autres petits insectes aussi. Oui. Lesquels, par exemple? Je saurais pas trop. Moi, je vous pose une colle chouette. Beaucoup d'insectes pollinisateurs sauvages sont présents, et qui dit insectes dit que la plupart du temps, ils se nourrissent de pollen. D'accord. C'est leur alimentation. C'est leur alimentation principale, ne serait-ce que pour l'élevage de leurs petits. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, énormément d'insectes pollinisateurs ont besoin de pollen, ne serait-ce que pour faire perdurer la race, c'est-à-dire... c'est leur alimentation, tout simplement, pour des survivre. petits. Voilà. Et justement, tous ces insectes pollinisateurs font un travail important sur vos végétaux, parce que pourquoi justement? Ça va féconder, qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait. On va prendre le pollen de la fleur mâle et elles vont venir butiner avec ce pollen sur les fleurs femelles. Et grâce à ça? Et plus, je me permets d'intervenir, et plus il y a d'insectes différents, plus il y a de concurrence entre insectes, et meilleure sera polliniser la plante. Parce que la concurrence génère justement l'obligation de revisiter plusieurs fois la plante. D'accord, elle ne va pas être simplement visitée par un insecte, qui peut être une abeille, on va en parler, mais pas que. Chaque fleuron, donc petite fleur d'une capitule de tournesol, chaque fleuron, plus il est visité, meilleure sera la pollinisation. Et on considère qu'il faut entre 3 et 6 visites pour que la pollinisation soit correcte. Sur chaque fleur? Chaque fleuron, oui, qui est une composante de la fleur. Il y en a... Sur le tournesol, il y en a combien? Vous n'avez pas compté, hein. Il y en a beaucoup. Ah non, sur une tête de tournesol, c'est... Des centaines. 3000, quelques, je crois. Sur une capitule, quoi. D'accord. Et en parallèle, l'homme intervient sur cette parcelle
et va enlever les impuretés pour que les abeilles butinent vraiment ce qui... Spécifiquement voilà, le tournesol. S'il n'y avait pas justement tous ces insectes pollinisateurs dont l'abeille dont on va parler et du travail qui a en partenariat avec vous, qu'est-ce qui se passerait finalement? Ce tournesol, il donnerait quoi? Il serait compliqué pour arriver à féconder comme il faut. Il n'y aurait pas assez de graines, il n'y aurait pas assez de semences. Le très mauvais remplissage des capitules, quoi. Les graines seraient vides. D'accord. D'ailleurs, on le voit bien. Donc pas de semences au bout du compte. Pas de semences, non. Ou de mauvaise qualité. Ou de mauvaise qualité. Alors ce qui est intéressant, c'est que, et on en vient au cœur du sujet, après ces préliminaires quand même qui sont importants pour rappeler un petit peu le fonctionnement de la nature, pour avoir des semences, il faut des abeilles qui vont aller butiner, féconder. Donc vous faites appel à des apiculteurs, en l'occurrence Dominique Liabeuf, vous êtes apiculteur, et vous avez des ruches, un certain nombre, vous allez nous dire combien, et vous intervenez comme un prestataire de service quelque part chez des producteurs de tournesol semences. Racontez-nous ça. Alors oui, effectivement, je suis basé à Joz. J'ai environ 500 et quelques ruches. 500 et quelques? Oui, ça dépend des années, ça dépend. Fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup, il faut aussi ça pour vivre. Hein. Je pratique la pollinisation depuis plus de 10 ans maintenant. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, qui m'a intéressé, et j'avais eu l'opportunité de faire un stage de pollinisation lorsque je suis sorti de l'école de mon bac pro, ce qui m'a permis d'acquérir des connaissances, mais malheureusement j'ai pas pu les mettre en pratique tout de suite. Et j'ai donc eu l'opportunité de pratiquer la pollinisation, ce qui m'intéressait, qui m'intéresse toujours, et donc c'est une partie ou une partie intégrante de l'apiculture que peu de personnes connaissent, pratiquent, et c'est bien dommage parce que ça permet en même temps de côtoyer le monde agricole sous un angle différent, et c'est là où on s'aperçoit qu'on fait des belles rencontres. Mais vraiment des belles rencontres. Et je suis pleinement satisfait de mon métier. Et que vous êtes utile et partenaire de l'agriculture. Enfin, c'est une évidence que de le dire. Oui, hein, oui. Mais oui, tout à fait. Mais comment dire, le fait de pratiquer cette pollinisation, ça m'a permis aussi en même temps de rencontrer et le monde agricole, mais aussi parfois les techniciens qui essaient d'améliorer leur travail au quotidien. Et donc, parmi ces belles rencontres, ça m'a permis de faire des essais pour améliorer un peu la pollinisation, pour améliorer les performances. Tout à l'heure, mon collègue Daniel a effleuré un sujet qui me passionne, c'est-à-dire, par rapport à votre question, amener des ruches, c'est bien, mais ça permet une bonne pollinisation, permet d'augmenter la qualité de la graine, permet d'augmenter le PMG, permet d'augmenter le poids pour 1000 grains. D'accord. PMG, poids 1000 grains. Et oui, donc ça permet aussi d'améliorer la qualité germinative, je l'ai peut-être déjà dit, ce qui fait que à la sortie, il y a des choses intéressantes à chercher, à gratter. Ça permet d'améliorer les choses. Juste avant, si on revient sur le principe de fonctionnement, donc vous êtes contacté par un agriculteur, alors vous allez venir dire combien de fois par an, avec combien de ruches, pour dire, voilà, dans son champ de tournesol, par exemple, vous allez venir avec combien de ruches, pendant combien de temps, comment ça se passe? Allez, on n'y connaît rien, de manière schématique. Par chez nous, on a la chance d'être en Auvergne, d'avoir une zone où il y a encore, ce qui n'est pas le cas en France, dans tous les secteurs, il y a encore beaucoup d'insectes pollinisateurs. Donc le donneur d'ordre, la maison qui nous reçoit, estime que 2 ruches hectares suffisent. Donc 2 ruches par hectare de champs à polliniser. Oui. C'est le job de deux ruches. Voilà, c'est le job de 2 ruches, ce qui fait qu'en fonction de la surface que chaque producteur peut avoir, eh bien, j'amène le nombre de ruches nécessaires. Ça, c'est à quelle époque de l'année? Évidemment, c'est variable selon les cultures. À une période très... Enfin, on la détermine ensemble. Hein. Ouais. On prend contact. En fonction de paramètres météo aussi, j'imagine, par bien rapport sûr. à la floraison, surtout. Parce que si on les met trop tôt, les abeilles risquent de partir ailleurs. Donc, on a un lien... On se contacte 10 jours avant. Comme pour les vendanges, j'ai envie de dire, pour l'arrivée des abeilles. Hop, la météo dans 15 jours, ça va être bon, elle est ouverte comme ça. Exactement. C'est l'idée. Donc vous mettez vos 2 ruches par hectare. Nos amis des abeilles font le job.
elles vont polliniser. Voilà. Après, enfin, si elles veulent bien bosser, hein, parce que... elles ont intérêt, parce qu'elles sont là pour ça, quand même. Mais non, mais disons que on a une chance aussi, c'est que c'est sur une année de production, c'est la période de miellet principale. Donc les abeilles sont génétiquement programmées pour bosser quasiment le plus de l'année. C'est la période, quoi. Voilà. En plus, on est proche du solstice d'été, ce qui fait qu'il y a une une tranche horaire qui est extrêmement importante. Hein. Il fait jour à 5h, 5h30 le matin. Jusqu'à 19h, 20h. Elles arrivent à bosser de 6h du matin pour ramasser du pollen et ensuite du nectar, mais elles arrivent à travailler de 6h du matin à quasiment 22h le soir. Alors j'imagine que vous travaillez évidemment pour aller polliniser sur du tournesol, sur d'autres évidemment cultures, d'autres fleurs. Vous nous avez gentiment amené des, comment dirais-je, rappelez-moi le nom, j'ai oublié déjà. Des cadres. Des cadres, merci. Cadres. Voilà, Chloé est en train de filmer 2 cadres. Celui de droite est un cadre neuf que vous mettez dans la ruche, et juste à gauche de ce cadre-là, c'est un cadre qui a 1 année, c'est-à-dire que là, l'abeille aura travaillé le cadre pour faire des vraies alvéoles complètes et pour commencer à mettre le nectar dedans, en fait, c'est ça. Non, je ne vais pas tout dire. Je me permets de vous... corriger tout. Voilà, la dimension de ces cadres correspondent à la chambre à couvain, c'est-à-dire là où la reine va pondre. Comme vous pouvez le voir, le milieu est légèrement plus foncé du cas, enfin la cire. Oui, on le voit très bien là, l'image. Sur les bords, tout simplement parce que la reine, avant de pondre, les abeilles auront utilisé de la propolis, c'est un antibiotique naturel que les abeilles produisent, et cet antibiotique va permettre de désinfecter chaque cellule. On nettoie la maison avant de mettre les petits, c'est simple. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. C'est pour ça que sur les bords, là vous avez raison, c'est là où elles vont stocker le miel et aussi le pollen. Le pollen qui ce qu'on voit là, en l'occurrence, les alvéoles pleines, ce n'est pas du miel, c'est du pollen. D'accord. Et ce pollen, on rappelle à quoi il va servir dans le cycle de la ruche. Il a une fonction bien particulière. Il a une fonction bien particulière, c'est pour produire soit de la gelée royale pour nourrir la reine, la fameuse, soit pour produire de la bouillie larvaire qui servira de nourriture aux larves. La bouillie larvaire. Oui, parce que la bouillie larvaire est légèrement moins riche en gelée royale que la gelée royale pure. Et on a un 3e cadre devant lequel Chloé, à l'image, va se trouver. Là, ce sont des alvéoles qui sont remplies justement de pollen. Et on le devine, c'est plus ou moins clair, plus ou moins foncé, en fonction du type de pollen, en fonction de la fleur, quoi, finalement. Exactement, parce que chaque fleur a quasiment une couleur de pollen. Voilà, là, il y a du clair, il y a du foncé, il y a du brun, il y a un peu d'orangé. Voilà, donc, c'est vraiment chaque fleur. Une fleur de lavande n'aura pas, le pollen de la fleur de lavande n'aura pas la même couleur qu'une fleur de tilleul, par exemple. De tilleul ou de tournesol sera des couleurs totalement différentes. Parce que la nourriture au niveau pollen d'une abeille, surtout pour les larves, l'abeille a besoin de 3 pollens principaux et de 5 à 8 pollens d'accompagnement dans son bol alimentaire journalier. Ah oui, la tambouille, c'est une vraie... Mais c'est elles qui la font, la tambouille. Elle prépare, d'accord. Voilà, c'est elles qui font leur mélange elles-mêmes, de façon à avoir un taux de protéines dans l'alimentation qui est égal d'un jour à l'autre. Alors dites-moi, quand vous mettez vos 2 ruches par hectare sur un champ de tournesol de Daniel, il n'y a que du tournesol là dans le menu. Et oui, et c'est bien pour ça qu'on essaie d'inciter les agriculteurs à semer des bandes fleuries, apporter de la diversité là aussi. Voilà. Alors c'est un double. Vous le faites ça, Daniel? Je le fais depuis 2 ans, oui. Ah, d'accord. On va même. C'est apporter un menu complémentaire aux abeilles avec des bandes fleuries, des choses comme ça. Tout à fait. Mais c'est une double utilité. C'est une utilité pour nourrir les abeilles à proximité, pour éviter qu'elles aillent voir ailleurs, mais ça a aussi une deuxième utilité qu'on n'imagine pas dans l'immédiat, c'est que ça permet d'attirer et de stabiliser grand nombre d'insectes pollinisateurs sauvages qui vont contribuer à une meilleure pollinisation finale. D'accord. Amener des amis des abeilles qui vont aussi participer à la pollinisation de vos tournesols. Ouais. C'est important de respecter cette diversité. Depuis 2 ans, on travaille là-dessus avec l'Imadrin.
Est-ce que justement le fait de travailler avec un apiculteur, vous voyez la différence au sens les graines sont de meilleure qualité, il y en a plus, vous voyez une différence sur votre production? C'est-à-dire, ça fait partie du contrat, on n'a jamais travaillé sans ruche. On ne peut pas produire du tournesol semence sans un contrat avec un... Enfin, c'est même pas un contrat, mais sans un accord avec un... Oui, même si c'est un contrat professionnel, effectivement, vous êtes rémunéré pour ça, c'est normal. On serait meilleur cahier des charges, il faut absolument mettre des ruches. C'est clair, c'est une nécessité. Elles sont indispensables. Dominique, pardon, vous voyez justement est-ce que ça a évolué dans le temps? Vous pratiquez depuis pas mal d'années maintenant, évidemment, cette activité d'apiculteur et de partenaire avec les agriculteurs. Il y a plus de demandes qu'avant, c'est constant, c'est quelque chose qui est en développement. Quel est votre regard là-dessus? Avec un petit peu de recul et connaissant un certain nombre d'agriculteurs qui n'en mettent pas forcément tous les ans, parce qu'il y a un gros souci d'isolement, on n'en a pas parlé, mais c'est important. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lorsque vous implantez, Daniel peut en parler aussi bien que moi, lorsque vous implantez une parcelle de tournesol semence, il y a une distance à respecter par rapport à une parcelle de tournesol consommation. Donc il y a des contraintes, c'est ça en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle le fameux isolement. Et l'isolement qui est un peu plus élevé en Auvergne que dans d'autres départements, pourquoi je sais pas, a comme incidence, vous imaginez 800 mètres autour d'une parcelle, c'est énorme. Donc l'isolement, qui n'est parfois pas possible, ce qui est le cas dans 2 secteurs où j'ai l'habitude de mettre des ruches cette année, il n'y aura pas de tournesol semence dans ces secteurs-là, ce qui veut dire que ça fluctue énormément d'une année sur l'autre et les besoins en ruches peuvent varier quasiment du simple au double d'une année sur l'autre en fonction, vu les clients que j'ai, en fonction des zones d'isolement réalisées ou non. Quel est, petite parenthèse, l'état de santé de vos abeilles? On en entend régulièrement parler. Alors je ne suis pas un apiculteur, encore moins un agriculteur ou l'un ou l'autre. Vous, à votre niveau, vos abeilles, comment se portent-elles? On dit qu'il y a moins d'abeilles, on dit parfois il y a des... Écoutez, je vais faire une réponse de Normand, pas plus mal qu'ailleurs, on est en Auvergne, ça tombe bien. Si je les mets en plaine, elles ne sont pas en montagne, et si elles sont en montagne, elles ne sont pas en plaine, donc il est difficile de comparer ce qui est comparable. Pour ma part, j'ai aussi des ruches en montagne. Quand je les ramène à l'automne, je n'ai pas remarqué plus que ça de soucis particuliers. Moi, j'en ai pas vu. Ce qui est plutôt bon signe, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'en ai pas vu au point de dire c'est flagrant, il y a un problème. Oui. Alors après, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Mais peut-être que je suis un mauvais apiculteur, que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. J'imagine, Daniel Perrin, que l'ensemble, évidemment, des professionnels autour de vous utilisent cette technique-là de plus en plus. Vous le disiez, c'est quasiment contractuel. Oui, tout à fait. C'est une nécessité. Sans ces abeilles, on aurait du mal à produire normalement des semences, finalement, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors moi, je reviendrai un petit peu sur tout ce qui est isolement. C'est sûr que l'accord d'agriculteurs entre eux, on essaye de faire un bloc. De faire un îlot par exemple de 50 hectares et puis là c'est intéressant de venir poser les ruches au milieu. Bien sûr. Mais ça c'est un accord entre agriculteurs pour pas s'écarter sur un grand périmètre quoi. En tout cas ça fait plaisir. D'où l'intérêt pour que les apiculteurs leurs ruches travaillent très bien quoi. Ailleurs en France j'imagine que ça existe ce système de partenariat entre... c'est absolument pas évidemment réservé à... On n'a rien inventé en Auvergne. Voilà. C'est pas réservé non plus au tournesol. Est-ce qu'on réinvente pas, est-ce qu'on n'a pas réinventé finalement ce qui était une évidence quelque part? Alors après on avait peut-être, on l'a évoqué, plus de diversité de végétaux, donc évidemment une présence aussi d'insectes pollinisateurs dont les abeilles plus importantes, mais c'est quelque chose qui se développe. Que devient le miel que vous produisez? Parce que ces dames, elles travaillent, les abeilles, évidemment. Oui. Le but premier étant de polliniser, on l'a bien compris, les tournesols de Daniel Perrin. Le miel, évidemment. Alors, le miel produit sur les ruches qui sont en pollinisation en tournesol, il représente une partie infime de ce que je produirais normalement si les ruches étaient sur tournesol, consommation, production pour l'huile, pas pour la semence. Pourquoi ça? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins attrayantes. Il n'y a que 20% de la surface de tournesol qui a du pollen.
ce qui fait que ça incite énormément les butineuses à travailler pour l'échange de pollen, chercher du nectar. Aller à gauche, à droite, du coup, à aller traîner. Elles produisent moins, mais beaucoup moins. C'est 5 à 6 fois moins. Donc c'est pas grand-chose. Voilà. Faire cette activité d'apiculteur pour ce domaine-là, effectivement, de la pollinisation... Ah non, mais on perd de l'argent. Hein. D'accord. Ah, mais là, je vous coupe. C'est une activité, mais qui n'est pas en tant que telle. Mais c'est pas du tout rémunérateur si on prend un papier, un crayon et qu'on compare avec une production de miel en montagne. D'accord. Il faut les deux choses. C'est du simple au double. Il faut les deux choses. Les revenus sont du simple au double. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour faire de la pollinisation. Mais moi, c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime, c'est une passion. Donc, la passion n'a pas de prix. C'est une passion aussi parce que, deux mots quand même, effectivement, vous en avez dit, touché 2 mots au début de cet entretien, vous faites aussi des expériences. Oui. Non mais en 2 mots, c'est quoi l'idée? C'est voir comment on peut, avec vos abeilles, vous optimiser un travail avec Daniel, comment... faire des améliorations, comme je disais, pour le PMG tout à l'heure, essayer d'obtenir une belle qualité de semences avec une bonne quantité. D'accord. Voilà. Et donc le nombre de ruches, et donc les emplacements, et donc la période, j'imagine, pour voir comment vous ajustez tout ça pour que ce soit au mieux, quoi, finalement. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Les emplacements sont importants. Ouais. Ah oui, l'emplacement, savoir où est-ce qu'on met les ruches, des choses comme ça. D'ailleurs, on se voit avant, et puis on détermine toujours l'endroit qui... Et d'une année à l'autre, vous allez expérimenter peut-être des choses différentes pour voir si... Et oui, et ce qu'il y a d'intéressant dans ce métier, c'est comme vous le dites, d'une année à l'autre, on expérimente certes, mais... Sachant qu'on ne peut pas mettre la même culture dans la même parcelle d'une année sur l'autre, mais il faut attendre minimum 4 ans. On rejoue une nouvelle partie, quoi. On rejoue une nouvelle version à chaque fois, enfin tous les ans, parce que c'est une parcelle différente. On sent que ça vous intéresse et c'est un côté challenge, quoi. C'est moins pour l'argent, là, pour le coup, que pour l'expérience. C'est pas pour l'argent. Oui, c'est sympa, j'ai l'impression, ce type de partenariat entre vous deux, par exemple. Puis ça a un autre gros atout pour l'environnement. Le tournesol plaît aux Français. Les gens qui se promènent, les promeneurs, et voilà, de grandes fleurs qui de tournent fin juin jusqu'à fin juillet, là, des tournesols en fleurs, et ça plaît. Dans les zones où il y a beaucoup de piétons sur les chemins, au Mont d'Artière, chez Pierre-Henri. Vous nous donnerez l'adresse après qu'on puisse la mettre sur le site de J'ai remarqué que les gens, lorsqu'ils se baladent, coupent les têtes de tournesol en fleurs, les capitules, mais c'est vrai. Et ils partent avec leur bouquet de tournesol. C'est tellement symbolique, c'est ça ? Vous voyez, ça fait plaisir. Parce qu'on se dit, il y a beau d'avoir des gens qui râlent un peu, il y en a quand même qui apprécient au moins ce qu'il y a dans les champs. Ça, c'est bien. Et puis voir des abeilles qui butinent, voir des fleurs, vous le disiez, c'est quand même sympa. Cet accord apiculteur-agriculteur, ça surprend du monde. Parce qu'on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas le promouvoir? Et c'est ce qu'on fait un peu ici aussi, d'une certaine façon. Vous parliez, Dominique, des gens qui se baladent à pied, etc. Promouvoir en affichant des choses aussi pour dire, ici, on a un partenariat entre les producteurs, les semenciers, les apiculteurs pour rendre ça aussi joli parce que c'est agréable. Ouais. Mais vous savez, la plupart du temps, il y a des tensions parce qu'il n'y a pas de compréhension. De connaissance, souvent. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas des débats qui permettent d'expliquer chacun ses contraintes, chacun ses problèmes. Avec Daniel, je ne sais pas pourquoi, le courant est passé tout de suite, ce qui fait qu'on a... C'est à cause des abeilles, elles ont fait les diplomates. Il n'y avait pas de barrière et tout de suite on est allé dans le fond du sujet et on a pu avancer très vite. Vous travaillez avec combien d'agriculteurs, de producteurs, pour avoir une idée, avec 5, 10, 15, c'est-à-dire 600 ruches quand même, ça fait du monde, donc 2 par hectare si on divise, je ne sais pas combien. Non, mais je ne mets pas tout déjà. Oui. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend si les gars ont réussi à créer une zone d'isolement ou pas. D'accord, bien sûr. Donc il y a des années ils en mettent pas, il y a des années ils en mettent. Le nombre, je suis incapable de vous le dire. Même l'année dernière, 2020, je ne sais même pas combien ça représentait. Je m'en souviens plus. On n'a pas dit finalement, je vous ai coupé dans vos propos, le miel, il est... Donc on a compris que ça produisait pas énormément, ça dépendait. Sur le tournesol. Sur le tournesol. On peut l'acheter, on peut le trouver, il est commercialisé. Ah oui. Oui. Ah oui, parce que je vide ça quand même. Et allez, dites où?
Un site internet, une adresse, un téléphone, quelque chose, dominiqueliabeuf.com. L'idéal, il y a déjà les deux Cora, Cora Vichy et Cora Land, mais il y a d'autres petits magasins par-ci par-là qui ont essaimé au fil des années. D'accord, bah, écoutez, on propose une chose, si vous voulez en savoir plus sur le miel de Dominique Liabeuf, qui est produit notamment grâce au tournesol semences qui pousse chez Daniel Perrin. Un petit message sur le site villagesemence.fr, un petit mail. Il y a mes coordonnées, il y a tout sur le Il y a tout et on vous dira où comme ça. Et puis nous, on espère peut-être avoir pour l'équipe un petit pot pour le goûter sur la route en attendant de descendre à Toulouse. Merci à tous les deux d'être intervenus sur ce sujet intéressant. Fort sympathique, et on voit bien que là, les agriculteurs, les apiculteurs, c'est main dans la main grâce aux abeilles pour polliniser et produire un très bon miel. Merci beaucoup à tous les deux. C'est bien. Merci aux établissements Limagrin de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette émission en direct de Clermont-Ferrand. Merci également aux équipes régionales de SEMAE, avec notamment merci à Philippe Roux, à Anne-Marie Even et à Thierry Dumergue. Demain, on se retrouve pour la dernière étape de notre Tour de France. On sera encore plus au sud, 400 et quelques kilomètres, dans la belle ville de Toulouse, pour parler du haricot, mais aussi bien sûr de plein d'autres choses. Retour à Paris, nous on prend la route et on se retrouve demain à partir de 10 h. Belle journée.